R. Il y a quelque chose que l'eau froide fait mieux que l'eau chaude. Pas se retenir la chaleur. Pas nourrir les coraux. R. Pas accueillir les poissons tropicaux aux couleurs vives que tout le monde photographie en vacances, non. R. Ce que l'eau froide fait mieux que n'importe quelle autre eau sur cette planète, c'est retenir l'oxygène. C'est une propriété physique simple, presque banale. R. Le genre de fait qu'on lit dans un manuel scolaire entre deux autres faits, et qu'on oublie aussitôt parce qu'il ne semble pas avoir de conséquences particulières. R. L'eau froide retient plus de gaz dissous que l'eau chaude. D'accord. Et alors? Et alors? À environ 14 000 kilomètres d'ici, R, dans un océan dont la température ne dépasse jamais quelques fractions de degrés au-dessus du point de congélation, R, des araignées de mer promènent leurs pattes de 70 cm sur le fond marin. Des éponges hautes comme un homme debout ont mis 1000 ans à pousser R. Et un calmar qui pèse autant qu'un cheval de course nage dans les ténèbres à 600 mètres de profondeur, transparent, équipé d'yeux grands comme des assiettes. R. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un accident, c'est de la physique. Et ce soir, on va suivre ce fil jusqu'au bout. R. Mais d'abord, avant que l'histoire commence vraiment, je voudrais savoir qui est là ce soir. Tu écoutes depuis où? La France, le Québec, la Belgique, la Suisse romande, R, le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, ou peut-être un endroit que je n'ai pas mentionné, R. Quelque part dans ce vaste monde francophone qui s'étend sur 5 continents et des milliers d'îles. Si tu as envie de le dire dans les commentaires, R. Ça me touche vraiment de savoir où cette voix vous rejoint. Est une question pendant que tu t'installes. R. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi les animaux du grand froid semblent si souvent plus imposants que leurs cousins des régions chaudes? R. Est-ce que tu avais une réponse? R. Je suis curieux de savoir ce que tu pensais avant ce soir. Si ce genre d'histoire te touche, des récits scientifiques racontés lentement, R, pour t'accompagner vers le sommeil. Un abonnement m'aide vraiment à continuer, mais pour l'instant, on plonge. La première chose à comprendre, R, c'est que cette histoire ne commence pas en Antarctique. Elle commence dans un verre d'eau. Prends un verre d'eau très froide, à peine sorti du réfrigérateur, R, disons à 4 degrés Celsius, et prends un autre verre d'eau chaude à 30 degrés Celsius. Chimiquement, c'est la même molécule. 2 atomes d'hydrogène, 1 d'oxygène, H2O. Mais dans le premier verre, R, les molécules d'eau se déplacent lentement. Elles vibrent peu. Et cette lenteur crée quelque chose d'inattendu. Elle laisse de la place, R, de la place pour que d'autres molécules, des gaz comme l'oxygène, s'y nichent et y restent. Dans le verre chaud, les molécules d'eau s'agitent. Elles bougent, R, elles se cognent. Elles chassent les gaz dissous vers la surface, R. C'est pour ça qu'une casserole d'eau qui chauffe fait des bulles avant même de bouillir. L'oxygène dissous, devenu indésirable, s'échappe. Ce phénomène a un nom. R, la solubilité des gaz. Et sa loi est simple. Plus l'eau est froide, plus elle peut contenir d'oxygène dissous. Plus elle est chaude, moins elle en retient. R. Pour un verre d'eau posé sur une table, cette loi n'a pas grande importance. Pour un océan entier, elle change tout. R. L'océan austral, l'océan qui entoure l'Antarctique, est le plus froid de la planète.
Sa température oscille entre -1,9 degrés Celsius et à peine quelques degrés au-dessus du zéro R, selon la saison et la profondeur. Ce n'est pas une variation dramatique. À la station McMurdo, sur la côte antarctique, l'eau de mer ne varie que d'environ 1 R, 5 degrés Celsius entre l'été et l'hiver austral. Pour une créature marine, cette stabilité est presque déconcertante de régularité, et, dans cette eau froide stable, presque figée, air de l'oxygène, beaucoup d'oxygène, air. Davantage que dans les eaux tropicales, davantage que dans la Méditerranée en été, davantage que dans à peu près n'importe quel autre grand bassin océanique de la planète, air. Tu comprends ce que ça signifie pour un animal marin. Pour un animal marin, l'oxygène est la ressource fondamentale. C'est le carburant de tout processus cellulaire, air. Et contrairement aux animaux terrestres, qui le respirent directement dans l'air, air en concentration relativement constante, les animaux marins dépendent entièrement de l'oxygène dissous dans leur milieu. Si cet oxygène est abondant, R, les contraintes physiologiques qui limitent la taille maximale d'un corps s'allègent. Pense-y autrement. Imagine que tu veux construire une grande maison. R. Plus la maison est grande, plus tu as besoin de poutres. Et si les poutres sont rares et chères, tu construis petit. R. Mais si les poutres sont abondantes et faciles d'accès, tu peux construire aussi grand que tu veux, jusqu'à la limite que d'autres contraintes t'imposent. L'oxygène, R, pour un corps en croissance, c'est ça. C'est la poutre. Et dans l'océan austral, les poutres sont partout. Ce n'est pas la seule raison. On y reviendra, et avec honnêteté. R. Personne ne prétend que c'est aussi simple qu'une équation à une variable. La biologie ne l'est jamais, mais c'est le point de départ. R. C'est la condition qui rend possible ce que tu vas rencontrer dans les chapitres qui suivent. Être ce que tu vas rencontrer est, objectivement, extraordinaire. R. Des araignées qui n'ont pas de nom commun adéquat en français parce qu'elles ne ressemblent à rien de connu. Des poissons dont le sang est transparent. R. Une éponge qui a peut-être vu naître et mourir des civilisations entières. Et un calmar dont personne, sur une période de 100 ans, R. n'avait jamais vu le moindre spécimen vivant dans son milieu naturel. R. Tout cela existe. Tout cela vit en ce moment sous une couche de glace ou dans l'obscurité froide d'un océan austral. Et tout cela est, d'une certaine façon, R, une conséquence directe d'un verre d'eau froide qui retient son oxygène un peu mieux qu'un verre d'eau chaude. Voilà ce que ce documentaire cherche à comprendre. R. Comment une propriété physique aussi élémentaire que la solubilité des gaz peut engendrer des formes de vie d'une grandeur que nous n'avons pas encore fini de mesurer. R. Il ne cherche pas à prétendre qu'on a toutes les réponses. La science n'en est pas là, et il serait malhonnête de le feindre. R. Mais il y a quelque chose de particulier dans les questions qui restent ouvertes. R. Quelque chose qui tient justement à ce que les plus grandes créatures de l'océan austral, les araignées de mer géantes, les calmars colossaux, R, les éponges millénaires, ont existé pendant tout ce temps sans que nous sachions vraiment pourquoi elles sont si grandes. R. Elles n'ont pas attendu notre explication pour pousser. Et c'est peut-être là, dans cette indifférence silencieuse de la nature à notre compréhension, R, que réside quelque chose d'important.
quelque part sous la glace antarctique, à des centaines de mètres de profondeur. Quelque chose grandit en ce moment même, lentement. Avec tout le temps du monde. Une loi physique que tu croyais anodine vient de te conduire au bord de quelque chose de bien plus grand. Et maintenant, avant d'aller plus loin, il faut comprendre comment cet endroit, l'océan austral, est devenu ce qu'il est. Comment un continent entier s'est retrouvé seul, cerclé par le vent et les courants, et comment cet isolement a tout changé, la formation d'un monde à part. Cette eau froide que tu viens d'imaginer, cette eau qui retient son oxygène, qui nourrit les géants, elle n'a pas toujours été là. Il y a 34 millions d'années, l'Antarctique n'était pas ce continent glacé que nous connaissons. C'était un autre endroit entièrement. Il y avait des forêts, des températures douces, une côte accessible, une connexion physique avec l'Amérique du Sud au nord, avec l'Australie à l'est. Et les eaux qui baignaient ce continent communiquaient librement avec les autres océans du monde, échangeant leur chaleur, se mêlant à eux sans obstacle. Puis le mouvement des plaques tectoniques, ce déplacement imperceptible mais inexorable des masses continentales, à une vitesse comparable à la croissance de tes ongles, a commencé à créer un espace entre l'Antarctique et les continents voisins, un espace, puis un détroit. Puis un passage. Ce passage s'appelle le passage de Drake. Il sépare aujourd'hui le cap Horn, à la pointe de l'Amérique du Sud, de la péninsule antarctique. Sa largeur est d'environ 800 km. Et son ouverture, il y a environ 34 millions d'années, a déclenché l'une des transformations les plus profondes que les océans de la Terre aient jamais connues. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut penser aux océans comme à un système de circulation. L'eau des océans ne reste pas immobile. Elle se déplace selon des courants, guidés par la rotation de la Terre, par les vents, par les différences de température et de salinité. Ces courants transportent la chaleur d'un endroit à un autre, des tropiques vers les pôles, des pôles vers les tropiques. C'est ce qui fait que certaines régions sont habitables, que certaines mers sont chaudes, que le Gulf Stream maintient l'Europe de l'Ouest à une température qui ne correspond pas du tout à sa latitude. Avant l'ouverture du passage de Drake, l'Antarctique recevait de la chaleur. Les courants océaniques la contournaient, certes, mais ils pouvaient aussi s'en approcher, lui apporter un peu de l'énergie thermique des tropiques. Ce n'était pas tropical là-bas, mais ce n'était pas non plus le désert de glace d'aujourd'hui. Quand le passage de Drake s'est ouvert, quelque chose de nouveau est devenu possible. Un courant qui ne s'arrête jamais, le courant circumpolaire antarctique, en anglais, Antarctic Circumpolar Current, ou ACC, est aujourd'hui le courant océanique le plus puissant de la planète. Il tourne autour de l'Antarctique dans le sens des aiguilles d'une montre vue depuis le pôle sud. Rien ne l'arrête. Il n'y a pas de continent qui lui barre la route. Aucun obstacle entre le passage de Drake, le passage entre l'Afrique du Sud et l'Antarctique, et les eaux au sud de l'Australie. Il peut tourner indéfiniment, entraîné par les vents westerly, ces vents de l'ouest qui soufflent en permanence dans les latitudes australes. Et ce courant perpétuel fait quelque chose d'essentiel.
R. Il isole l'Antarctique du reste du monde. Il crée une barrière thermique, une frontière entre les eaux chaudes du nord et les eaux froides du sud. R. Une frontière que la chaleur a du mal à franchir. R. À partir du moment où ce courant s'est établi, progressivement, sur des millions d'années, l'Antarctique a commencé à se refroidir. Ses forêts ont disparu. R. Ses côtes se sont couvertes de glace, et ses eaux marines, lentement, sont devenues les plus froides du monde. R. Il y a quelque chose de vertigineux dans cette échelle de temps, 34 millions d'années. Ce n'est pas un événement, c'est une durée. R. Une durée pendant laquelle l'Antarctique s'est progressivement transformée. R. Pendant laquelle la vie marine dans ses eaux a été soumise à une pression évolutive d'une régularité absolue. Il fait froid ici, de plus en plus froid. Adapte-toi, R, ou disparaît. La plupart des espèces qui peuplaient ces eaux avant le grand refroidissement ont probablement disparu. Pas en catastrophe, R, pas de la nuit au lendemain, mais lentement, au rythme des générations, remplacées par des espèces mieux adaptées au froid, R, ou par des espèces qui avaient évolué sur place pour survivre dans des températures que rien d'autre sur Terre ne pouvait tolérer, R. Ce qui reste aujourd'hui, les araignées de mer géantes, les poissons à sang blanc, R, les éponges millénaires, est le résultat de 34 millions d'années de sélection dans l'un des environnements les plus stables et les plus extrêmes de la planète. R. Stable, ici, est un mot important. L'océan austral n'est pas seulement froid, il est constamment froid. R. Sa température varie de moins d'1,5 degré entre les saisons. Pour un animal marin, c'est une constance presque impensable. R. La plupart des océans du monde connaissent des fluctuations saisonnières de 10, 15, parfois 20 degrés Celsius. L'océan austral est, à cet égard, une exception absolue. R. Et cette constance a des conséquences. R. Quand un environnement est stable sur des millions d'années, la sélection naturelle peut faire quelque chose qu'elle ne peut pas faire dans un environnement changeant. R. Elle peut pousser des adaptations très profondes, très précises, très spécialisées. Elle peut affiner, elle peut aller loin dans une direction particulière, R, sans jamais être rappelée en arrière par un hiver plus chaud ou un été plus froid. Les animaux de l'océan austral sont devenus des spécialistes absolus du froid. R. Pas des généralistes qui tolèrent le froid. Des spécialistes dont toute la physiologie, chaque enzyme, chaque protéine, R. Chaque réaction chimique cellulaire a été ajustée pour fonctionner à des températures que la plupart des autres créatures marines ne peuvent même pas survivre brièvement. R. Et dans cet ajustement, quelque chose d'inattendu s'est produit. La taille a augmenté. R. On ne sait pas exactement quand les premiers géants antarctiques sont apparus dans les archives fossiles. R. La préservation dans ces eaux est difficile et l'Antarctique reste l'un des endroits les moins fouillés de la planète. Mais ce qu'on sait, R, c'est que les groupes qui dominent aujourd'hui les fonds marins de l'océan austral, les pycnogonides, les isopodes, les éponges hexactinélides, R, les échinodermes, ont des représentants dans les mers tempérées et que leurs équivalents antarctiques sont systématiquement, significativement, R, souvent spectaculairement plus grands. Ce n'est pas le hasard.
Ce n'est pas non plus une coïncidence, c'est l'héritage de 34 millions d'années de froid constant, d'eau riche en oxygène, de métabolisme ralenti et de pression évolutive très particulière. L'Antarctique est, à sa façon, le plus grand laboratoire de biologie évolutive de la Terre. Personne ne l'a conçu. Il s'est formé par la dérive des continents, par le mouvement aveugle et impersonnel des plaques tectoniques, mais le résultat, cette faune bizarre démesurée, parfaitement adaptée à un monde que presque rien d'autre ne peut habiter, est une des choses les plus remarquables que la vie sur Terre ait jamais produites. Imagine les premières créatures marines qui se retrouvent dans ces eaux en train de se refroidir il y a 30 ou 25 millions d'années. Pas une population qui décide, pas une espèce qui choisit. Simplement des générations successives d'animaux qui naissent, vivent, meurent, et dont certains, par hasard génétique, supportent un peu mieux le froid que les autres. Ceux-là survivent, ceux-là se reproduisent, et leurs descendants héritent d'un monde de plus en plus froid. À chaque génération, le filtre se resserre légèrement. Les moins adaptés ne laissent pas de descendants. Et sur des millions de générations, dans une eau de plus en plus froide et de plus en plus riche en oxygène, quelque chose commence à changer. La taille maximale, que d'autres contraintes avaient maintenue dans certaines limites, commence à s'élargir, pas en un jour, pas en un millénaire, mais sur les longues durées de l'évolution, inexorablement. Le biologiste autrichien Ludwig von Bertalanffy avait, dès 1960, formulé une hypothèse sur les raisons théoriques de ce phénomène. Sa logique était simple, presque élégante. Pour les animaux ectothermes, c'est-à-dire les animaux qui ne régulent pas leur propre température corporelle, dont les poissons, les crabes, les araignées de mer. Le métabolisme est directement lié à la température de l'environnement. Dans l'eau froide, les processus métaboliques ralentissent. La demande en oxygène diminue. Or, la taille maximale d'un corps est, entre autres, limitée par sa capacité à absorber suffisamment d'oxygène. Pour alimenter toutes ces cellules, un corps très grand a besoin de beaucoup d'oxygène. Et si la demande en oxygène est élevée parce que le métabolisme est rapide, comme dans l'eau chaude, il y a un plafond à la taille qu'un corps peut atteindre avant que l'approvisionnement en oxygène ne devienne insuffisant dans l'eau froide. Ce plafond monte, la demande baisse, l'offre augmente. Le corps peut croître plus grand avant d'atteindre sa limite physiologique. C'est l'hypothèse oxygène-température, Et pendant des décennies, elle a semblé expliquer de façon satisfaisante ce que les biologistes observaient dans les eaux antarctiques. Mais, et c'est une nuance importante sur laquelle on reviendra, la biologie est rarement aussi propre que ces hypothèses. Pour l'instant, il suffit de voir ce qu'a produit cet isolement de 34 millions d'années, un océan cerclé de vent, des eaux où la température ne bouge presque pas, une faune qui a eu des millions d'années pour s'adapter, se spécialiser, pousser dans des directions que rien d'autre sur Terre n'a explorées. Et au fond de cet océan, dans le noir et le froid, des choses immenses, des choses qui n'ont pas besoin de nous pour exister. Des choses qui existaient bien
avant que les premiers humains allument leur premier feu, et qui, si on ne fait pas attention, pourraient bien disparaître avant que nous ayons fini de les comprendre. Ce continent isolé par les courants et le temps, ce laboratoire évolutif sans pareil, a produit des créatures que les scientifiques mettent encore des années à étudier. Et parmi ces créatures, il en est une qui force l'admiration même des chercheurs les plus habitués aux surprises de l'océan australune araignée. Ou plutôt quelque chose qui ressemble à une araignée. Si une araignée pouvait avoir des pattes plus longues que ton bras, un corps si réduit que ses organes débordent dans ses membres, et une façon de respirer par la peau. Le courant circumpolaire tourne encore là-bas, indifférent, cerclant son monde à part. Et dans ce monde, quelque chose se tient sur le fond marin, immobile, ses longues pattes étalées sur la vase sombre. Quelque chose attend qu'on vienne lui rendre visite. L'araignée de mer qui ne rentrait plus dans le seau, plonge dans l'eau, pas une eau bleue, tropicale, lumineuse. Une eau noire et proche du point de congélation, à quelques mètres sous une couche de glace de mer. Il fait -1,8 °C. Ton équipement de plongée est épais. Tes mouvements sont lents. Tu poses les yeux sur le fond marin de la baie de McMurdo. Une étendue de sable et de vase à une dizaine de mètres de profondeur. Couverte d'organismes immobiles ou presque immobiles. Des éponges, des étoiles de mer, des vers qui sortent à peine de leur tube de mucus, et là, sur ce fond silencieux, tu vois quelque chose marcher, point passe, courir. Marcher, lentement avec une précision presque délibérée, 8 pattes longues, articulées, qui bougent comme au ralenti. Un corps minuscule, si petit qu'on dirait qu'il a été oublié là, que les pattes sont l'animal principal et que le tronc n'est qu'une formalité. Et les pattes s'étendent dans toutes les directions, mesurant peut-être 50, 60, parfois 70 centimètres d'envergure. Tout tend la main pour en attraper un. Il te faut les deux. Les pycnogonides, les araignées de mer, existent dans tous les océans du monde. Dans les mers tropicales, dans les eaux tempérées de la Méditerranée, dans les eaux atlantiques proches de nos côtes. En général, un pycnogonide adulte mesure quelques millimètres à quelques centimètres. Il est discret. Il se glisse entre les coraux, sous les pierres. Peu de gens l'ont jamais vu. En Antarctique, ils ont des pattes qui ne rentrent pas dans un seau de laboratoire standard. Ce n'est pas une exagération poétique. Des chercheuses qui travaillaient à la station McMurdo dans les années 2000 et 2010 décrivent exactement cette situation. Collecter des pycnogonides géants des espèces Colondae megalonyx et Amothea glacialis, puis réaliser que le matériel standard de terrain, les filets, les seaux, les bocaux, n'a pas été conçu pour ça. C'est un problème agréable à avoir, dans un sens. Amy Moran, biologiste à l'université d'Hawaï, et Amish Woods, de l'université du Montana, sont parmi les chercheurs qui ont étudié ces araignées de mer le plus directement et le plus rigoureusement. Leur question était précise. Est-ce que l'hypothèse oxygène-température, l'idée que l'eau froide est riche en oxygène, permet des corps plus grands, est vraiment la raison pour laquelle ces animaux sont si grands? Pour le tester, ils ont fait quelque chose d'apparemment simple.
Ils ont pris des araignées de mer de différentes tailles. R. Les ont plongées dans des aquariums à différentes températures. R. Et ils les ont retournées sur le dos. C'est la façon standard de mesurer la performance d'un arthropode. Combien de fois peut-il se redresser en 1 heure? R. Un animal en bonne condition se redresse facilement. Un animal affaibli par le manque d'oxygène ou par une température trop haute ne peut plus. R. L'hypothèse oxygène-température prédit quelque chose de précis. R. Les grands individus devraient être plus touchés que les petits par une élévation de température ou une réduction d'oxygène. Un corps plus grand, R, dans un environnement moins favorable, devrait avoir plus de mal à alimenter toutes ses cellules. C'est logique, c'est élégant. R, et les données ne l'ont pas vraiment confirmé. À -1, R, 8 degrés Celsius, la température normale de l'eau de McMurdo, une araignée de mer de l'espèce Colossendeis megalonyx peut se redresser environ 175 fois en 1 heure. R. 175 fois. C'est un chiffre qu'il faut prendre un moment pour apprécier. R. Un animal de la taille d'une assiette de plat principal, dans une eau à 2 degrés en dessous de zéro, qui se redresse 175 fois de suite à une cadence régulière. Il n'y a rien de lent là-dedans. À 4 degrés Celsius, une légère élévation, rien ne change de façon significative. L'animal continue à fonctionner normalement. À 7 degrés Celsius, le déclin commence. À 9 degrés Celsius, la plupart des animaux ne peuvent plus du tout se redresser. 9 degrés Celsius, c'est la température d'une eau de rivière par un jour de printemps frais dans le nord de la France. Pour une araignée de mer antarctique, c'est le bord de l'incapacité totale, est le résultat crucial. Les grands individus ne s'effondrent pas plus vite que les petits. La taille ne détermine pas la vulnérabilité à la chaleur ou au manque d'oxygène, du moins dans les conditions testées. Ce qui suggère que l'hypothèse oxygène-température, dans sa version la plus directe, n'est pas la seule explication, mais voilà où c'est intéressant. L'équipe de Moran et Woods a aussi regardé la cuticule, la peau externe de ces araignées de mer, et ils ont trouvé quelque chose d'inattendu. À mesure que l'araignée grandit, sa cuticule devient de plus en plus poreuse. Les pycnogonides n'ont pas de poumons, pas de branchies. Ils absorbent l'oxygène directement par leur surface corporelle, par diffusion à travers la cuticule. Et si un animal plus grand a naturellement des distances de diffusion plus longues, l'oxygène doit voyager plus loin pour atteindre les cellules internes. Cette augmentation de porosité compense exactement ce problème. Le corps de l'araignée de mer, en grandissant, se perfore davantage. Il s'ouvre. Il laisse passer plus d'oxygène. Que ce n'est pas l'hypothèse oxygène-température dans sa version naïve. C'est quelque chose de plus subtil, un mécanisme d'adaptation où le corps lui-même évolue ses propres solutions à mesure qu'il grandit. Dans un milieu qui rend cette croissance possible en premier lieu. L'eau froide et oxygénée ne fabrique pas directement des géants par magie. Elle crée les conditions dans lesquelles des corps peuvent évoluer des solutions pour devenir grands. La nuance est importante, et honnêtement, elle est plus fascinante que la version simple. Il y a un détail dans ces expériences qui mérite d'être nommé directement, parce qu'il dit quelque chose de profond sur ce que sont ces animaux.
L'espèce Colossendeis megalonyx, la plus grande des araignées de mer testées à McMurdo, est aussi la plus active. R. Dans plus de 200 heures d'observation en laboratoire et sur le terrain, l'équipe notait que Colossandis megalonyx marchait presque toujours. Elle bougeait, explorait, R. Chassait activement des proies pélagiques. Les autres espèces étaient plus statiques. Elles attendaient, R. Elles se laissaient aller à cette immobilité que le froid semble appeler Pascolossendeis megalonyx. Elle marchait, R. Sa cuticule plus poreuse lui donne une capacité aérobie supérieure, R. Elle peut être plus active. Et être plus active signifie qu'elle peut trouver plus de nourriture. Plus de nourriture signifie plus de croissance, R. Plus de croissance signifie des corps encore plus grands, qui, à leur tour, ont des cuticules encore plus poreuses. C'est une boucle. Pas simple, pas linéaire, R, mais cohérente. Un système qui se renforce lui-même dans les conditions particulières d'un océan froid, R. Ce qui nous mène à une question que la science n'a pas encore entièrement résolue. R. Si l'hypothèse oxygène-température n'est pas confirmée de façon directe par les expériences sur les araignées de mer, si les grands individus ne sont pas systématiquement plus vulnérables que les petits au manque d'oxygène, alors pourquoi ces animaux sont-ils si grands? R. Il y a d'autres hypothèses. La première, déjà mentionnée, la longévité. Dans un milieu froid et stable, les animaux vivent longtemps, très longtemps. R. Et un animal qui vit longtemps a plus de temps pour grandir. R. La taille maximale d'un organisme antarctique n'est peut-être pas limitée par la physiologie seule, mais aussi par le temps, et l'océan austral en donne beaucoup. R. La deuxième, la pression de prédation réduite. Dans les mers tropicales, les jeunes invertébrés sont la proie de dizaines d'espèces différentes. R. La pression évolutive est de grandir vite pour être moins vulnérable et de se reproduire rapidement avant d'être mangé. Dans l'océan austral, R. Les prédateurs d'invertébrés sont moins nombreux. Il n'y a pas la même urgence. Un animal peut prendre son temps. Il peut grandir lentement, longtemps, R, et atteindre des tailles que ses cousins tropicaux n'atteindraient jamais. La troisième, plus spéculative. La disponibilité en silice dans ces eaux, R, qui pourrait permettre la construction de coquilles et de structures squelettiques plus grandes et plus élaborées. R. La vraie réponse est probablement un mélange de tout ça. R. Et c'est précisément ce mélange que les biologistes essaient encore de démêler, une expérience à la fois, dans des laboratoires à -1, R. 8 degrés Celsius, où les araignées de mer remplissent des aquariums entiers avec leurs pattes étendues. Il y a quelque chose d'étrangement réconfortant dans cette incertitude. R. Non pas parce que l'ignorance est confortable, elle ne l'est pas, mais parce que les questions ouvertes sont des invitations. R. Elles signifient que des chercheurs se lèvent encore le matin avec une vraie question à résoudre, que des plongeurs descendent encore dans des eaux à -1, R. 8 degrés Celsius pour attraper des araignées géantes dans des seaux trop petits, et que ces créatures, qui ont eu 34 millions d'années pour devenir ce qu'elles sont, R, attendent patiemment qu'on les comprenne mieux, avec tout le temps du monde, R. Ces pattes immenses qui marchent sur le fond sombre de McMurdo, leurs cuticules poreuses, leur métabolisme lent, R.
Leur indifférence tranquille à tout ce que nous croyons savoir sur les limites de la taille font penser à autre chose, à d'autres générations de scientifiques qui ont regardé la nature et cru avoir trouvé une règle simple. Un homme en particulier, en 1847, dans une ville universitaire allemande, qui a ouvert un carnet et commencé à noter quelque chose qu'il avait observé partout sans que personne n'en ait encore parlé. Carl Bergman avait à moitié raison. En 1847, à l'université de Göttingen, un jeune biologiste de 25 ans nommé Carl Bergman publie une observation. Elle tient en quelques lignes. Il a remarqué quelque chose de régulier dans les données qu'il a compilées sur les mammifères et les oiseaux. Les individus des espèces qui vivent dans des régions plus froides ont tendance à être plus grands que leurs cousins des régions plus chaudes. L'ours polaire est bien plus massif que l'ours malais des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. Les manchots empereurs sont plus grands que les manchots des Galapagos. Les lièvres des régions nordiques sont plus lourds que leurs cousins méditerranéens. Bergman n'appelle pas ça une règle. Il note simplement un patron, une tendance, mais le nom lui est resté. La règle de Bergman, même s'il ne l'a jamais formulée comme une règle au sens strict, est aujourd'hui l'une des généralisations les plus citées en écologie et en biogéographie. Et comme beaucoup de généralisations célèbres, elle est vraie et elle est fausse en même temps. La logique derrière la règle de Bergman est intuitive pour les endothermes, c'est-à-dire pour les animaux qui produisent leur propre chaleur corporelle, comme les mammifères et les oiseaux. Un corps est, entre autres, une machine thermique et, comme toute machine thermique, il perd de la chaleur par sa surface. Un corps plus grand a proportionnellement moins de surface par rapport à son volume. Imagine un cube d'1 centimètre de côté. Sa surface est 6 centimètres carrés. Son volume est 1 centimètre cube. Maintenant, double ses dimensions. Un cube de 2 centimètres de côté. Sa surface est 24 centimètres carrés. Son volume est 8 centimètres cubes. La surface a été multipliée par 4. Le volume par 8. Un corps plus grand perd donc proportionnellement moins de chaleur par rapport à ce qu'il produit. Dans un environnement froid, c'est un avantage décisif. Un corps plus compact, plus massif, conserve sa chaleur plus efficacement. Il dépense moins d'énergie pour maintenir une température interne stable. C'est pour ça que l'ours polaire pèse 500 kg et que l'ours malais en pèse 65. Pas parce que l'Arctique offre plus de nourriture, mais parce que dans le froid intense du cercle polaire, un corps massif est un corps qui survit. Et c'est pour ça que la règle de Bergman est vraie pour les endothermes. Mais voilà où ça se complique. Les géants les plus spectaculaires de l'Antarctique ne sont pas des ours. Ce ne sont pas des manchots, pas des phoques léopards, pas même des baleines bleues, qui, elles aussi, sont plus grandes dans les eaux froides, et pour des raisons partiellement bernimaniennes. Les géants les plus spectaculaires de l'océan austral sont des araignées de mer, des isopodes, des vers, des éponges, des calmars, des ectothermes, pour la plupart. Des animaux dont la température interne est celle de leur milieu. Des créatures qui ne produisent pas de chaleur corporelle.
Pour elle, R, la logique de conservation thermique ne s'applique pas. R. Une araignée de mer de 70 cm d'envergure n'est pas grande, parce qu'elle a besoin de conserver sa chaleur dans les eaux antarctiques. R. Elle n'a pas de chaleur à conserver. Elle est à -1,8 degrés Celsius et ses processus biologiques fonctionnent exactement à -1,8 degrés Celsius. R. Alors pourquoi est-elle grande? C'est là que la règle de Bergman rencontre ses limites, ou plutôt, R, là où elle rencontre un phénomène différent qui lui ressemble superficiellement mais qui a d'autres causes. R. La règle de Bergman classique explique la grande taille des mammifères et oiseaux polaires par la conservation de la chaleur. C'est une explication thermodynamique. R. Elle s'applique aux animaux qui régulent leur température, le gigantisme polaire des invertébrés marins, araignées de mer, isopodes, étoiles de mer, éponges. R. Vert est probablement causé par autre chose, par la richesse en oxygène de l'eau froide, par la longévité accrue dans un milieu stable. R. Par une pression de prédation réduite, par les mécanismes que les expériences de McMurdo commencent à révéler deux phénomènes distincts, deux mécanismes différents. R. Un résultat qui ressemble. Des animaux plus grands dans les régions froides. Carl Bergman avait remarqué quelque chose de réel. R. Mais sa règle décrit peut-être plusieurs choses à la fois, sous un même nom, avec plusieurs explications différentes selon les groupes d'animaux. Ce n'est pas une erreur. R. C'est de la science. La science commence par des observations, les nomme, construit des hypothèses, et découvre souvent, des décennies ou des siècles plus tard, R, que l'observation était juste, mais que l'explication était partielle. Il y a une ironie douce dans l'histoire de Carl Bergman. R. Il était jeune quand il a publié cette observation, 25 ans. Il mourra à 43 ans en 1865 d'une maladie que son époque ne pouvait pas encore traiter. R. Il n'a pas eu le temps de voir les débats que son travail engendrerait. Pas eu le temps de voir les réfutations, les confirmations partielles. R. Les extensions à d'autres groupes d'animaux. Il n'a pas eu le temps de savoir qu'un siècle et demi plus tard, des biologistes dans des combinaisons de plongée épaisse, R, dans une eau à 2 degrés en dessous de zéro au bout du monde, R, débattraient encore de la portée de son observation, ce serait peut-être sa plus grande fierté. Ou peut-être trouverait-il simplement ça amusant. R. La règle de Bergman s'applique-t-elle aux humains? C'est une question que les anthropologues ont posée, et les données suggèrent que oui. Dans une certaine mesure, R, avec beaucoup de nuances, R. Les populations humaines qui ont vécu depuis des millénaires dans des régions très froides ont en moyenne des morphologies légèrement différentes de celles des régions très chaudes. R. Proportion corporelle un peu plus compacte, masse corporelle légèrement supérieure. Ce n'est pas une règle absolue. Il y a des exceptions. Et l'alimentation, R. L'histoire, la migration joue des rôles beaucoup plus importants dans la diversité des corps humains que le simple gradient thermique, mais quelque chose est là, R, quelque chose de très ancien inscrit dans la biologie de tous les mammifères, y compris toi, ce n'est pas déterminant, ce n'est pas dominant, R, mais c'est réel. Ton corps porte peut-être, en creux, R,
Un écho de cette même loi que l'araignée de mer de 70 cm incarne de façon si spectaculaire dans les eaux de McMurdo. R. Tu portes dans ta biologie une réponse ancienne au problème du froid, l'araignée de mer aussi. Seulement, la sienne est plus radicale et plus belle, R. D'une certaine façon froide et étrange, mais la règle de Bergman, aussi fascinante soit-elle pour les mammifères, R. ne dit rien sur l'une des adaptations les plus extraordinaires jamais documentées dans le règne animal. Une adaptation qui concerne non pas la taille du corps, R, mais sa chimie la plus intime, un poisson, une eau où les poissons normaux devraient geler, et du sang transparent, l'araignée de mer marche encore sur son fond vase, R, poreuse et lente, ses pattes s'étirant dans une direction que la règle de Bergman n'avait pas tout à fait prévue. Et dans les eaux plus profondes, dans les courants froids qui brassent l'océan austral, d'autres corps ont trouvé d'autres solutions. Des solutions si radicales qu'elles semblent contredire ce que nous croyons universel, le sang blanc. Il y a une chose que presque tous les vertébrés ont en commun. R. Du sang rouge. La couleur vient de l'hémoglobine, une protéine complexe qui contient du fer, qui se lie à l'oxygène dans les poumons ou les branchies, R, et qui le transporte vers les cellules de tout le corps. L'hémoglobine est en quelque sorte le système de livraison d'oxygène universel des vertébrés. R. Elle existe dans les poissons, les grenouilles, les reptiles, les oiseaux, les mammifères, dans toutes les lignées de vertébrés sur Terre, R, depuis les plus anciennes jusqu'aux plus récentes, dans tous, sauf un, R. La famille des Chanictidae, les poissons des glaces antarctiques, R, ou icefish, est la seule famille de vertébrés connus sur Terre dont les membres ne possèdent aucune hémoglobine fonctionnelle dans leur sang. R. Leur sang est transparent, parfois légèrement rosé à cause d'autres pigments en infime quantité, mais fondamentalement transparent. Et pourtant, ces poissons nagent, R, chassent, se reproduisent et vivent dans les eaux antarctiques depuis des millions d'années. R. Arthur de Vries n'était pas encore docteur quand il a commencé à travailler sur les poissons antarctiques dans les années 1960. Il travaillait à McMurdo, R, sur la côte antarctique, dans des conditions de laboratoire qui n'avaient rien de confortable. Et un jour, une date précise qu'on ne connaît pas, R, dans un laboratoire improvisé au bord de l'eau glacée, il a mesuré quelque chose d'impossible. R. Il prenait la température de congélation du sang de différents poissons antarctiques. R. Et il trouvait, à chaque fois, que ce sang ne gelait pas là où il aurait dû geler. La physique disait que ce sang devait se solidifier à une certaine température. R. Le sang ne coopérait pas. De Vries a mis des années à comprendre pourquoi. En 1969, avec son collaborateur Donald Walschlag, il publie la découverte. R. Ces poissons produisent des glycoprotéines antigel dans leur sang. R. Des molécules d'une structure particulière. Des chaînes de protéines avec des sucres attachés qui se fixent sur les microcristaux de glace dès qu'ils commencent à se former dans les fluides corporels, R, et qui bloquent leur croissance. La glace ne peut pas s'étendre. Elle reste microscopique, elle est rendue inoffensive, R. Ces protéines abaissent le point de congélation du sang d'environ 1 à 1,5 degrés Celsius
en dessous du point de congélation normal d'un liquide biologique de cette composition. Cela suffit. Dans une eau à -1,9°C, le sang des poissons antarctiques ne gèle pas à -5,9°C et c'est de la biochimie. C'est aussi, d'une certaine façon, une forme de magie moléculaire. Mais revenons aux icefish. Les glycoprotéines antigel existent chez les nototénioïdes, les poissons antarctiques au sens large. Mais les icefish, eux, sont allés encore plus loin dans l'adaptation. Il y a environ 8 millions d'années, un ancêtre des icefish a subi une délétion génétique. Les gènes qui codaient pour la production d'hémoglobine ont été perdus. En d'autres termes, une erreur de copie génétique a supprimé la machinerie moléculaire de fabrication des globules rouges dans presque n'importe quel autre contexte évolutif. Cette perte aurait été catastrophique, fatale. Un ancêtre sans hémoglobine devrait mourir. Comment oxygéner toutes ces cellules sans le transporteur universel? Mais dans l'océan austral, froid et saturé en oxygène, cette erreur n'était pas fatale, elle était peut-être avantageuse. Le sang sans hémoglobine est un sang moins visqueux, plus liquide, plus fluide. Il circule plus facilement dans les vaisseaux sanguins, surtout par temps froid. Car le froid, normalement, rend les fluides biologiques plus épais, plus difficiles à pomper. Un sang sans hémoglobine n'a pas ce problème. Il reste fluide même à -1,8°C dans une eau très riche en oxygène. L'hémoglobine n'est peut-être pas indispensable. L'oxygène peut se dissoudre directement dans le plasma sanguin, en plus petite quantité, certes, mais suffisante si le milieu en contient assez. Pour compenser malgré tout, les icefish ont développé d'autres adaptations. Leur cœur est environ 2 fois plus grand que celui d'un poisson téléostéen de taille comparable. Ils pompent une quantité bien supérieure de sang à chaque battement. Leurs vaisseaux sanguins sont plus larges. Leur réseau vasculaire a une section transversale totale plus importante, ce qui augmente la surface d'échange avec les tissus, et leur peau est hautement vascularisée. De nombreuses espèces d'icefish peuvent absorber de l'oxygène directement à travers leur peau, comme une grenouille, pas de globules rouges. Un cœur géant, des vaisseaux larges, une peau qui respire et une eau qui leur fournit l'oxygène en abondance, ce n'est pas une solution de remplacement. C'est une solution entièrement différente au même problème. Comment alimenter un corps en oxygène, construite de zéro dans les conditions particulières d'un océan antarctique? Il y a quelque chose qui mérite une pause ici. La plupart du temps, quand on parle d'évolution, on parle de gain. Un nouvel organe, une nouvelle capacité, un nouveau comportement. L'évolution comme accumulation progressive de fonctionnalités. Mais les icefish nous rappellent que l'évolution peut aussi se faire par perte. La perte d'un gène. La perte d'une fonction que presque tout le monde considère comme indispensable. Et dans certains contextes, des contextes très spécifiques, soigneusement préparés par des millions d'années de sélection dans un milieu particulier, cette perte peut devenir un avantage. Il n'y a pas de sang rouge dans les veines d'un icefish. Il n'a pas besoin d'en avoir. C'est une leçon d'humilité taxonomique. Ce que nous croyons universel, ce que nous appelons comment fonctionne un vertébré,
est en réalité une solution parmi plusieurs à un problème physique donné. R. La vie ne respecte pas nos généralisations. Elle les contourne, la question que les chercheurs débattent encore, et c'est un vrai débat, R, avec des arguments sérieux des deux côtés, est de savoir si la perte de l'hémoglobine chez les icefish est une adaptation sélectionnée positivement, c'est-à-dire, R, l'absence de globules rouges donne un avantage réel dans R, l'océan austral, et la sélection naturelle a favorisé les individus sans hémoglobine, ou si c'est une mutation neutre qui a pu se fixer dans la population parce que R, dans ce milieu particulier, elle n'était pas assez désavantageuse pour être éliminée. La différence n'est pas triviale. Dans le premier cas, R, les icefish ont activement choisi, au sens évolutif, de ne plus avoir de sang rouge. Dans le second, ils ont simplement toléré cette perte. R. Les données actuelles suggèrent une combinaison. La mutation a probablement réduit légèrement la capacité aérobie de l'ancêtre, R, mais dans les eaux bien oxygénées de l'océan austral, cette réduction était tolérable. Puis, sur des millions d'années, d'autres adaptations, le cœur agrandi, R, les vaisseaux élargis, la peau respirante ont compensé et peut-être même dépassé la perte initiale, une erreur génétique. Tolérée, R, puis réparée d'une façon entièrement nouvelle, R. C'est peut-être la meilleure description de ce que le froid antarctique fait à la vie. Il ne l'empêche pas. Il l'oblige à réinventer. R. Il y a un détail final que je veux te laisser avant que ce chapitre se referme. R. Les glycoprotéines antigèles des nototénioïdes, ces molécules qui empêchent le sang de geler, ont évolué à partir d'un gène du pancréas, R. Un gène qui codait normalement pour une enzyme digestive. Quelque part dans l'évolution de ces poissons, R, une copie accidentelle de ce gène a commencé à être exprimée dans le foie, dans d'autres organes. Et cette copie, légèrement modifiée, R, a fini par produire non pas une enzyme digestive, mais une protéine antigèle. La nature ne crée pas de nouveau. Elle bricole. Elle réutilise, R. Elle prend ce qui existe et le détourne vers quelque chose de nouveau, un outil pour digérer la nourriture, devenu un outil pour ne pas mourir dans l'eau glacée. R. L'adaptation la plus élégante de l'océan austral n'a pas été inventée. Elle a été bricolée. R. Et dans ses eaux à mise 1,9 degrés Celsius, le bricolage continue. R. Ces poissons au sang transparent nagent encore dans les mêmes eaux froides et oxygénées où leur ancêtre a perdu ses globules rouges des millions d'années avant la naissance du premier être humain. R. Et dans ces mêmes eaux, plus profondes encore, dans une obscurité que ni les chercheurs de McMurdo ni les poissons-glaces ne fréquentent, R. Quelque chose d'encore plus vaste attend, quelque chose qu'un zoologiste londonien a nommé en 1925 sans jamais l'avoir vu en entier, quelque chose qui, R, pendant 100 ans exactement, n'a pas laissé voir son visage, 100 ans dans le noir. Londres, 1925, J.C. Robson est zoologiste au Natural History Museum. R. Ce n'est pas un homme de mer. Il travaille dans des salles silencieuses au plafond haut, avec des bocaux de formol alignés sur des étagères en bois sombre, R, et la lumière froide qui entre par de grandes fenêtres orientées au nord. Un jour, on lui apporte quelque chose qui vient de loin, un fragment, R, une tentacule. Prélevé dans l'estomac d'un cachalot harponné dans les eaux australes.
Les eaux qui entourent l'Antarctique. La tentacule est longue, musclée, R, équipée de quelque chose d'inhabituel. Non pas des ventouses ordinaires comme celles du calmar géant, Architeuthis, mais des crochets rotatifs, R, tranchants comme des hameçons, enchâssés dans des anneaux. Un mécanisme d'une précision mécanique presque dérangeante. Robson examine la tentacule, R. Il la compare aux espèces connues. Il cherche dans les descriptions publiées. Il ne trouve rien de correspondant. Il est devant quelque chose de nouveau, R. Il lui donne un nom, Mesonichoteuthis hamiltoni. Le calmar colossal, il ne le verra jamais. Pas un spécimen complet, pas un animal entier, R. Seulement cette tentacule dans un bocal, venue de l'estomac d'une baleine morte, est, pendant les 100 ans qui suivent, presque personne ne le verra non plus, R. Pendant un siècle, ce que nous savions du calmar colossal, nous le savions indirectement, R. Des becs, les structures dures et indestructibles du bec de céphalopode, R, résistant à la digestion, retrouvés dans les estomacs de cachalots harponnés par les baleiniers, des tentacules arrachés, R, des cicatrices circulaires sur la peau des cachalots, les traces des crochets rotatifs du calmar colossal, R, laissés lors des combats entre les deux espèces dans les profondeurs australes. Dès ces cicatrices, les chercheurs ont tenté d'extrapoler. R. Si les crochets de ce diamètre laissent ces cicatrices de cette taille, alors l'animal qui les portait devait mesurer combien? R. Les estimations les plus prudentes, 7 à 10 mètres. Les moins prudentes davantage est le poids, R. Un spécimen capturé accidentellement en 2003 par des pêcheurs néo-zélandais dans les eaux antarctiques pesait 150 kg et mesurait 5 mètres. Puis, R. En février 2007, des pêcheurs néo-zélandais pêchant la légine australe dans les eaux de la mer de Ross remontent quelque chose d'impossible dans leur filet. Un calmar colossal, un mâle adulte, vivant dans un premier temps, puis mort rapidement une fois sorti de l'eau, 10 mètres de long, 450 kg. R. 450 kg. Un animal qui pèse autant qu'un cheval de compétition, R, avec des yeux de 30 cm de diamètre, les plus grands yeux connus dans le règne animal, et des crochets rotatifs sur les tentacules, R, exactement comme Robson les avait décrits en 1925 d'après ce fragment unique, les pêcheurs le congèlent. Ils préviennent les autorités néo-zélandaises. R. L'animal sera transporté à Wellington et étudié par des biologistes qui passeront des années à essayer de comprendre sa physiologie, sa croissance, son mode de vie. R. Ils ne sauront pas grand-chose, parce que même ce spécimen de 450 kg était probablement un jeune adulte. R. Les yeux du calmar colossal méritent un moment d'attention, 30 cm de diamètre. Pour donner une idée, c'est la taille d'un ballon de football. R. C'est l'œil d'animal le plus grand, jamais mesuré dans l'histoire de la zoologie. Pourquoi si grand? R. L'hypothèse dominante est liée à la bioluminescence et à la prédation. Dans les eaux profondes de l'océan austral, R, les cachalots. Les seuls prédateurs connus du calmar colossal adulte produisent de la bioluminescence quand ils se déplacent. Des traînées lumineuses dans le noir. R. Un calmar équipé d'yeux de 30 cm peut détecter ces traînées
à une très grande distance, peut-être des centaines de mètres, et donc prendre la fuite bien avant que le cachalot ne soit suffisamment proche pour attaquer. R. Des yeux aussi grands ne servent pas à voir dans le noir, ils servent à détecter de la lumière à longue distance dans une obscurité presque totale. R. Ce sont des détecteurs, pas des caméras. R. Et leur taille extraordinaire est une réponse directe à la pression de prédation d'un mammifère à dents qui peut plonger à plus de 1000 mètres de profondeur. Donc R. Puis vient le 9 mars 2025 R. Le navire de recherche Falkor 2, appartenant à l'Institut Schmidt Ocean, est en expédition près des îles Sandwich du Sud, dans l'Atlantique Sud. R. C'est une expédition scientifique, une collaboration entre plusieurs institutions, dont l'Université de Plymouth, le British Antarctic Survey, R, et le Nippon Foundation Nekton Ocean Census. L'objectif est la découverte de nouvelles espèces marines, le ROV Subastian, un véhicule téléopéré, R, équipé de caméras haute résolution, descend à 600 mètres de profondeur. Il balaie les eaux avec ses lumières et ses caméras. Et là, dans le faisceau de lumière, R, apparaît quelque chose de transparent, 30 cm de long. Un corps presque invisible, translucide, comme du verre dépoli. R. 2 tentacules plus longs que les autres, équipés de crochets acérés à leurs extrémités, et sur les 8 bras plus courts, des crochets rotatifs caractéristiques. R. C'est un calmar colossal, un juvénile, à bord du Falkor 2, le chef scientifique Dr. R. Michelle Taylor regarde les images en direct depuis le pont. Elle appelle immédiatement Kat Bolstad, R, chercheuse à l'Auckland University of Technology et spécialiste mondiale des céphalopodes, qui regarde, en téléprésence depuis Auckland, R, les mêmes images en temps réel. Bolstad confirme, c'est Mesonychotetis hamiltoni, le calmar colossal, pour la première fois vivant dans son milieu naturel. R. 100 ans après que Robson l'a nommé d'après une tentacule dans l'estomac d'un cachalot, Kat Bolstad a dit quelque chose après la confirmation qui mérite d'être répétée. R. C'est émouvant de voir la première image de ce calmar dans son milieu naturel. Ils n'ont aucune idée que les humains existent. R. Il n'a aucune idée que les humains existent. Il nage dans ces 600 mètres d'eau froide, transparent, R, équipé de ses crochets et de ses yeux en formation. Car à 30 cm, il est encore un juvénile. R. Il lui reste peut-être des années de croissance avant d'approcher les 495 kg du plus grand spécimen connu, et il ne sait pas que pendant 100 ans, R, nous avons cherché à le voir. Il ne sait pas que des zoologistes ont passé leur carrière à reconstituer son anatomie depuis des fragments. R. Que des équipes entières ont plongé dans les eaux australes, espérant une rencontre. R. Que des milliers de pages scientifiques ont été consacrées à un animal qu'aucun être humain n'avait encore filmé vivant. Il ne sait rien de tout ça. Il nage. R. Il y a une question qui reste ouverte. Une vraie question, pas rhétorique. Quelle est la taille maximale du calmar colossal adulte en bonne santé? R. Le spécimen de 2007, 10 mètres, 450 kg, était probablement un jeune adulte. R. Les becs retrouvés dans des estomacs de cachalots suggèrent des animaux bien plus grands. R.
Certains chercheurs estiment que des individus adultes en bonne santé pourraient approcher les 14 mètres. D'autres sont plus prudents. Personne ne sait vraiment, parce que nous n'en avons jamais vu un adulte sain dans les profondeurs. Les adultes qu'on a trouvés étaient capturés accidentellement, mourants ou morts. Leur corps ne reflète pas nécessairement leur plein potentiel de taille. Dans les abysses de l'océan austral, peut-être en ce moment même, des calmars colossaux adultes nagent à des centaines ou des milliers de mètres de profondeur. Combien ils pèsent, combien ils mesurent, on ne le sait pas. L'océan austral garde encore ses secrets. J.C. Robson est mort en 1941. Il n'a pas vu les pêcheurs de 2007, il n'a pas vu les images de 2025. Il a passé sa vie avec une tentacule dans un bocal et un nom sur un papier, mais son nom, Mesonichotetis hamiltoni, a résisté à 100 ans. Il a résisté précisément parce qu'il désignait quelque chose de réel. Quelque chose que personne n'avait vu entier, mais qui existait. La science peut nommer ce qu'elle ne voit pas encore. Elle peut construire un cadre, poser un nom, attendre et parfois, 100 ans plus tard, dans une eau froide à 600 mètres de profondeur, quelque chose de transparent et de transparent flotte dans le faisceau d'une caméra téléopérée. Le nom tient. Dans les ténèbres froides où ce calmar de 30 cm nageait, transparent et indifférent, d'autres vies, encore plus lentes, se déroulent sur des échelles de temps qui dépassent tout ce que nous avons rencontré jusqu'ici. Des vies qui ne se comptent pas en années ni en décennies, mais en siècles, en millénaires. Des vies si lentes que la notion même de croissance change de sens. La lenteur comme puissance, quelque part dans l'océan austral, à une profondeur de quelques dizaines de mètres, il y a une éponge. Elle est haute comme un humain debout, environ 1,90 m, large comme une table de salle à manger, creuse à l'intérieur, en forme de vase ou de volcan. Son nom est Anoxycalix jubini, l'éponge volcanique antarctique. Elle a commencé à vivre, selon les meilleures estimations disponibles, quelque part entre 1500 et 15 000 ans avant aujourd'hui. Les fourchettes sont larges parce que les méthodes de datation sont indirectes. Les chercheurs mesurent la croissance sur quelques décennies d'observation, puis extrapolent en arrière. Et les taux de croissance varient. Certaines études donnent une croissance de quelques millimètres par an, d'autres légèrement plus. Mais même dans la fourchette basse, une éponge qui aurait commencé à pousser du temps de l'Empire romain d'Occident et qui est toujours là. Dans la fourchette haute, une éponge qui était déjà un organisme vivant quand les humains peignaient les parois de grottes en Europe. Quand les premières civilisations mésopotamiennes s'organisaient, quand les mammouths laineux parcouraient encore certaines régions du globe. Elle a grandi de quelques millimètres par an. Elle attend. Ce que le froid fait au temps, c'est peut-être la chose la plus difficile à saisir de toute cette histoire. Les métabolismes ralentissent dans le froid. C'est une conséquence directe des lois de la chimie. Les réactions enzymatiques sont plus lentes à basse température. La synthèse des protéines prend plus de temps. La division cellulaire s'étire.
Tout ce qui constitue la vie d'un organisme se déroule à un rythme qui, dans une eau à -1,8 degrés Celsius, R, peut être 10 ou 20 fois plus lent que dans une eau à 20 degrés Celsius, R. Pour nous, pour des créatures dont la vie entière se déroule en quelques décennies, cela ressemble à de l'immobilité. Mais c'est simplement un autre rapport au temps, R. Une éponge qui vit 15 000 ans ne vit lentement que du point de vue d'un humain impatient. Elle vit exactement à la vitesse que son milieu lui permet, R. Et dans ce milieu, la longévité est une conséquence directe de la lenteur. Ce qui ne se dépense pas vite dure longtemps, R. L'étoile de mer antarctique, Labidiaster annulatus, peut mesurer 60 cm de diamètre et porter jusqu'à 50 bras R. Les étoiles de mer typiques en ont 5 ou 6, parfois 7, rarement davantage. Labidiaster annulatus en a 50. Chaque bras est équipé de pieds ambulacres, R. Elle les étend dans l'eau comme un filet vivant, attendant que quelque chose, un copépode, un petit crustacé, de la matière organique en suspension, passe à portée, R. Elle ne court pas après sa nourriture. Elle attend, elle filtre, elle persiste. Dans les eaux antarctiques, cette stratégie est parfaitement viable, R. Les courants froids remontent des eaux profondes riches en nutriments, R. Le krill et le zooplancton sont présents en concentration considérable pendant les mois de lumière. Il y a assez à filtrer si on a assez de bras et assez de temps, R. Labidiaster annulatus a les deux. L'isopode géant antarctique, Glyptonotus antarcticus, est une autre figure de cette lenteur puissante, R. Un isopode, c'est ce que tu appellerais un cloporte si tu en trouvais dans ton jardin. Un crustacé terrestre ou marin, aplati, segmenté, R. Équipé de nombreuses petites pattes. La plupart des isopodes marins font quelques millimètres à 1 centimètre. Glyptonotus antarcticus peut atteindre 9 cm, R. Ce qui ne semble peut-être pas gigantesque, mais représente plusieurs fois la taille de ses proches cousins des mers tempérées. Et surtout, R. Sa physiologie reflète exactement le motif que nous avons vu partout. Métabolisme lent, croissance lente, longévité accrue, R. Vulnérabilité extrême aux hausses de température. Des chercheurs ont testé la réponse de Glyptonotus antarcticus à des stress thermiques en 2021. Résultat, R. Aucune plasticité moléculaire détectable. Aucune réponse de stress. L'animal ne sait tout simplement pas comment réagir à une chaleur inhabituelle, R. Ce n'est pas de la stupidité biologique, c'est de la spécialisation poussée à l'extrême, R. Dans un environnement qui n'a jamais changé de plus de 1,5 degré Celsius depuis des millions d'années, R. Développer des mécanismes de réponse au stress thermique serait une dépense d'énergie pour rien. L'isopode géant antarctique a investi dans la stabilité, R. Pas dans la flexibilité. Dans son monde, c'était le bon choix. Il y a une question que les biologistes du froid posent régulièrement, R, et qui mérite d'être nommée honnêtement. La lenteur est-elle la cause ou la conséquence de la grande taille? Dit autrement, R. Est-ce que les animaux antarctiques sont grands parce qu'ils vivent longtemps, R? Ou vivent-ils longtemps parce qu'ils sont grands, les grands corps tendant à vivre plus longtemps dans de nombreux groupes zoologiques, R? Ou les deux sont-ils des conséquences parallèles du même environnement froid et stable? La réponse honnête,
et que personne ne sait avec certitude. R. Les données disponibles sont cohérentes avec les trois possibilités. R. Et démêler des causalités qui se jouent sur des millions d'années d'évolution dans un milieu difficile d'accès est l'un des problèmes les plus complexes de la biologie marine. R. Ce qui est clair, dans l'océan austral, la lenteur et la grande taille vont ensemble. R. Elles forment un syndrome, un ensemble de traits liés qui se renforcent mutuellement dans ce contexte particulier. Un animal lent, R, dans un milieu riche en oxygène et peu perturbé, peut croître longtemps. Un animal qui croît longtemps peut devenir grand. Un animal grand, dans un environnement stable, R, peut vivre encore plus longtemps. La lenteur n'est pas un handicap. Dans l'océan austral, c'est une stratégie de survie sur l'échelle de temps des millénaires. R. Il y a quelque chose dans cette idée qui touche quelque chose en moi, quelque chose que je te laisse décider si tu veux y voir une métaphore ou simplement un fait biologique. R. Nous vivons dans un monde qui valorise la rapidité. La croissance rapide, la réponse immédiate, l'adaptation en temps réel, la productivité mesurée à l'heure, à la journée, au trimestre. R. Et voilà un océan entier où les animaux les plus grands et les plus durables sont ceux qui ont appris, ou plutôt, R, qui ont été façonnés par l'évolution à ne pas se dépêcher, à prendre 1000 ans pour atteindre leur pleine taille, à ne pas répondre trop vite à des perturbations qui, R, dans leur monde, n'arrivent presque jamais. Ce n'est pas une morale. La biologie ne fait pas de morale, mais c'est un fait. La lenteur dans les bonnes conditions, R, est une forme de puissance que la vitesse n'atteint jamais. L'éponge volcanique est encore là, dans ses eaux sombres et froides, immobile depuis peut-être 1000 ans. R. Et pendant tout ce temps, pendant ce millénaire entier, quelque chose d'autre s'est passé dans ces mêmes eaux. Quelque chose d'aussi fondamental que la lenteur de l'éponge, R, mais qui opère à l'échelle de toute la chaîne alimentaire, R. Quelque chose qui commence, paradoxalement, avec l'animal le plus abondant du monde, et l'un des plus petits, le krill et les baleines, R. Il y a dans l'océan austral une biomasse animale sauvage qui dépasse, en masse totale, celle de tout autre animal sur Terre, pas les baleines bleues, R. Pas les éléphants d'Afrique, pas les humains. Le krill Pausia superba, le krill antarctique, est une crevette de 6 cm, translucide, R, avec des yeux noirs et un ventre qui peut briller d'une légère bioluminescence bleue dans l'obscurité. Individuellement, il est presque insignifiant, 1 gramme, à peine, R. À peu près la taille d'un trombone de bureau, mais il y en a entre 300 et 500 millions de tonnes dans l'océan austral, R. C'est la plus grande biomasse de tout animal sauvage connu sur la planète, plus que toutes les baleines du monde combinées, R. Plus que tous les poissons de tous les océans, et sans ce krill, rien de ce que nous avons décrit jusqu'ici n'existerait, R. La chaîne alimentaire de l'océan austral est, à sa base, remarquablement courte. Il y a du phytoplancton, des algues microscopiques qui, R, pendant les mois de lumière australe, prolifèrent en quantités extraordinaires dans ces eaux riches, en nutriments brassés par les courants circumpolaires, R. Ces algues sont si abondantes en été austral qu'elles colorent parfois la mer en vert ou en brun depuis les satellites.
Le krill mange le phytoplancton. R. Et pratiquement tout le reste mange le krill. Les manchots royaux, les manchots adélie, les manchots empereurs, les phoques crabiers, dont le nom est trompeur. R. Car il n'y a pas de crabes dans l'océan austral. Leurs dents en peigne filtrent le krill directement de l'eau. Les phoques léopards. R. Les léopards de mer eux-mêmes mangent les manchots. Mais les manchots ont mangé le krill. Pètent les baleines. R. Les baleines bleues, les plus grands animaux qui aient jamais existé sur Terre, à 30 mètres et 150 tonnes, se nourrissent presque exclusivement de krill. R. Une baleine bleue adulte peut consommer jusqu'à 4 tonnes de krill par jour en période d'alimentation intense, 4 tonnes par jour. De créatures de 6 cm. R. La grandeur du plus grand animal de la Terre est bâtie sur les épaules de quelque chose que tu pourrais tenir entre le pouce et l'index. R. Ce lien entre le krill et les baleines n'est pas seulement une curiosité alimentaire. R. C'est une leçon sur la façon dont les écosystèmes construisent la grandeur depuis le bas. La baleine bleue n'est pas grande parce qu'elle mange de grandes choses. R. Elle est grande parce qu'elle mange des choses abondantes. R. Parce que le krill est disponible en quantité si astronomique que même un animal de 150 tonnes peut trouver suffisamment de calories pour maintenir son métabolisme et continuer à grandir. R. C'est la même logique que nous avons rencontrée partout dans ce documentaire. La grandeur dans l'océan austral n'est pas un accident ni un mystère impénétrable. R. C'est une réponse à des conditions particulières. Une eau riche en oxygène, une base alimentaire d'une abondance exceptionnelle. R. Un milieu stable depuis des millions d'années. Les conditions permettent la grandeur. La vie, ensuite, la réalise. R. Le krill antarctique est aussi l'un des organismes les plus résilients et les plus étranges que l'océan austral ait produit pendant les mois d'hiver austral. R. Quand le phytoplancton disparaît sous la glace, le krill peut survivre jusqu'à 200 jours sans manger. R. Il ne jeûne pas simplement, il réduit son métabolisme à un niveau qui frôle la vie suspendue. R. Et il commence à réabsorber sa propre carapace pour récupérer les minéraux et les protéines dont il a besoin. Il rapetisse, littéralement. R. Un krill qui a traversé un hiver antarctique peut être plus petit au printemps qu'il ne l'était à l'automne. Il a désossé sa propre maison pour survivre. Puis, R. Quand la lumière revient et que le phytoplancton explose, il reconstruit. Il grandit à nouveau. Il se reforme. Cette capacité à rétrécir, à délibérément, R. Biologiquement, revenir en arrière dans sa propre croissance quand les conditions l'exigent, est l'une des adaptations les plus remarquables de l'océan austral. R. Elle dit quelque chose d'essentiel sur ce que la vie peut faire quand elle n'a pas d'autre choix. Il y a une dernière chose sur le krill qui mérite d'être dite. R. Son génome, la totalité de son information génétique, a été séquencée en 2023 par une équipe internationale. Le résultat était inattendu. R. Le génome du krill antarctique est extraordinairement grand. Environ 48 milliards de paires de bases. Pour comparaison, R. Le génome humain en contient environ 3 milliards. R. Le krill a un génome environ 16 fois plus grand que le nôtre. Personne ne sait entièrement pourquoi. R.
Les génomes très grands sont souvent riches en séquences répétées, des portions d'ADN qui se copient et se redupliquent sans nécessairement coder pour des protéines. R. Une partie de l'explication est peut-être là, mais une créature de 6 cm dans un océan de glace, R, avec 16 fois notre quantité d'ADN. Il y a quelque chose dans ce détail qui résiste à l'explication simple. Le krill, qu'on aurait pu croire simple parce que petit, R, est peut-être l'un des organismes les plus génétiquement complexes de la planète. La grandeur, encore une fois, ne se mesure pas à la taille. R. C'est 300 à 500 millions de tonnes de krill qui brassent l'océan austral, qui alimentent les baleines et les manchots et les phoques et tout ce qui grandit dans ce monde froid, sont aussi, R, paradoxalement, les premières victimes de ce qui se passe en ce moment dans ces mêmes eaux. R. Et ce qui se passe en ce moment menace non seulement le krill, R, mais tout ce qui en dépend, y compris les géants dont nous avons parcouru l'histoire depuis le début de cette nuit, ce que le réchauffement fait aux géants. R. Tu te souviens de l'araignée de mer, celle qui se redresse 175 fois en 1 heure à minus 1,8 degrés Celsius, celle dont la cuticule devient poreuse à mesure qu'elle grandit. R. Celle qui marche sur le fond de McMurdo avec ses pattes de 70 cm, lente et précise, dans les eaux les plus froides du monde. À 9 degrés Celsius, R, elle ne peut plus se redresser. À 9 degrés Celsius, elle est paralysée, et l'océan austral se réchauffe. L'Antarctique est souvent présenté comme un monde lointain, R, abstraitement menacé, dont les problèmes sont réels mais trop éloignés pour être ressentis dans une vie quotidienne. La calotte glaciaire fond. R. Le niveau des mers monte. C'est grave, dit-on, mais c'est là-bas. Ce que les données nous disent en 2025 est différent. R. La péninsule antarctique est l'une des régions de la planète qui se réchauffe le plus rapidement. Certaines parties ont gagné plusieurs degrés en quelques décennies. R. Les eaux côtières de l'océan austral enregistrent des hausses de température mesurables depuis les années 1950. Et ces tendances s'accélèrent. R. Pour la plupart des animaux du monde, une hausse de quelques degrés sur quelques décennies est gérable. Les espèces se déplacent, elles adaptent leur comportement. R. Elles peuvent évoluer, sur quelques générations, vers des formes plus tolérantes à la chaleur, mais les animaux de l'océan austral ne sont pas la plupart des animaux. R. Le terme scientifique est sténotherme. Un animal sténotherme est un animal qui ne peut vivre que dans une fourchette de température très étroite. À l'opposé, R, un animal eurytherme tolère des variations importantes de température. Presque tous les animaux de l'océan austral sont des sténothermes extrêmes. R. Ce n'est pas une faiblesse. R. C'était une conséquence parfaitement raisonnable de 34 millions d'années d'évolution dans un milieu où la température ne variait pas de plus de 1,5 degrés Celsius. R. Développer des mécanismes de tolérance thermique coûte de l'énergie qui, dans un milieu stable, est plus utilement investie ailleurs. R. Dans la croissance, dans la reproduction, dans la survie aux conditions constantes du froid. L'océan austral a sélectionné des spécialistes absolus. R. Pas des généralistes, et les spécialistes absolus, quand leur environnement change, n'ont pas de plan B. R.
Les données expérimentales sur la tolérance thermique des animaux antarctiques sont cohérentes et troublantes. Des palourdes antarctiques, Laternula elliptica, perdent leur fonction vitale à des températures de 2 à 3 degrés Celsius au-dessus de leur température habituelle. Des brachiopodes, mollusques à coquilles, montrent les mêmes seuils. Des limpets antarctiques commencent à mourir à des températures qui, dans d'autres océans, seraient considérées comme fraîches mais agréables. Les expositions prolongées à 5-10 degrés Celsius sont souvent mortelles pour ces espèces. L'isopode géant Glyptonotus antarcticus, étudié en 2021, ne montre aucune réponse moléculaire de stress à des températures légèrement supérieures à la normale. L'animal n'a tout simplement pas les outils biologiques pour faire face à cette situation. Pas parce que c'est un mauvais organisme, parce que c'est un excellent organisme pour un monde qui était froid et stable. Il y a un résultat des expériences sur les araignées de mer qui nuance légèrement ce tableau et qui illustre bien la complexité de cette histoire. L'espèce Colossendeis megalonyx, la plus active, la plus poreuse, la plus grande, a montré dans les expériences une capacité à maintenir ses performances jusqu'à 7 degrés Celsius et à survivre des expositions courtes à 9 degrés Celsius sans effet visible sur son comportement ultérieur à -1,8 degrés Celsius. C'est une surprise. La plupart des espèces antarctiques s'effondrent bien avant 9 degrés Celsius. L'équipe de Moran et Woods est prudente dans ses conclusions. Ils travaillaient sur des expositions aiguës et courtes, pas sur des hausses lentes et prolongées qui tendent à être plus toxiques. Et survivre à une exposition courte n'est pas la même chose qu'être capable de vivre dans des eaux réchauffées de façon permanente. Mais Colossendis megalonyx montre peut-être que même parmi les spécialistes du froid, il y a des degrés de flexibilité. Que certaines espèces ont conservé un peu plus de marge que d'autres, lesquelles survivront et lesquelles ne survivront pas, si l'océan austral continue de se réchauffer, c'est une question ouverte, résolument ouverte. Le krill, lui, est au centre d'une inquiétude spécifique. Sa reproduction dépend de la glace de mer, plus précisément des algues qui poussent sous la glace en hiver, et dont les juvéniles de krill se nourrissent pour survivre jusqu'au printemps. Moins de glace de mer signifie moins d'algues sous-glaciaires. Moins d'algues sous-glaciaires signifie moins de juvéniles de krill qui survivent à l'hiver, et moins de krill signifie moins de nourriture pour tout ce qui en dépend. Les premières données sur les populations de krill dans les zones de retrait glaciaire les plus marquées sont préoccupantes, même si les incertitudes restent considérables. L'océan austral est immense. Le krill est adaptable à sa façon, mais les tendances sont là, mesurées et documentées. Il y a une chose que je veux dire clairement, parce que ce documentaire ne serait pas honnête s'il ne le disait pas. Nous ne savons pas, précisément, ce qui va se passer. Les modèles climatiques projettent des hausses de température dans l'océan austral. Mais l'ampleur, la vitesse et les effets précis sur chaque espèce restent des estimations, avec des intervalles d'incertitude importants. La science climatique est solide dans ses grandes lignes. Le réchauffement est réel. Il est causé par les activités humaines, il s'accélère.
Mais les détails écologiques, R, espèce par espèce, sont plus difficiles à prédire, c'est ce qui est clair. Les animaux de l'océan austral sont parmi les moins équipés pour s'adapter rapidement. R, parce qu'ils se reproduisent lentement, parce qu'ils n'ont aucune expérience évolutive des changements thermiques, parce que leur tolérance thermique est très étroite, R, et parce qu'il n'y a nulle part vers le sud où aller, le pôle sud est là, au bout. Ils ne peuvent pas fuir vers des eaux plus froides. R, les eaux plus froides n'existent pas. Et voilà peut-être la vraie leçon de ce chapitre. R, le gigantisme polaire, cette chose extraordinaire que nous avons explorée depuis le début, R, cette propriété de la vie dans les eaux froides qui a produit des araignées géantes et des calmars invisibles pendant un siècle et des éponges vieilles de 10 000 ans est le produit d'une stabilité, R, une stabilité qui a duré 34 millions d'années et qui est maintenant, pour la première fois depuis 34 millions d'années, perturbée. R. Les géants antarctiques ne sont pas des êtres invulnérables. Ils sont les produits exquis d'un équilibre délicat. R. Et cet équilibre, une température qui ne varie pas de plus de 1,5 degré Celsius, une eau riche en oxygène, R, une base alimentaire de krill abondante, est ce que nous sommes en train de modifier. Ce n'est pas un discours. C'est de la physique, de la biologie et de l'écologie. R. Et c'est une question que cette génération, la nôtre, devra répondre d'une façon ou d'une autre. L'araignée de mer marche encore ce soir sur le fond de McMurdo. R, il fait -1,8 degré Celsius dans l'eau. R. Ses pattes s'étirent dans le calme. Elle ne sait pas ce que nous savons. Elle n'a pas besoin de le savoir. Elle a 34 millions d'années de certitude dans ses gènes. R. Mais nous le savons. Et il y a quelque chose dans cette connaissance qui demande à être nommée une dernière fois, plus posément, avant que cette nuit se referme. R. La règle sans nom, ce soir, pendant que tu t'installes dans le noir, dans ta chambre, où qu'elle soit, à Paris ou à Montréal, à Bruxelles ou à Dakar, R. À Genève, ou dans une ville dont je n'ai jamais entendu le nom, quelque chose se passe dans des eaux à 14 000 km d'ici, à -1,9 degré Celsius, R. Dans une eau plus noire que n'importe quelle noire que tu aies jamais vue, une araignée de mer déploie ses pattes de 70 cm sur le fond sableux de McMurdo. R. Une éponge, haute comme toi debout, peut-être 1000 fois plus vieille que toi, filtre l'eau silencieusement depuis plus de siècles que tu ne peux en imaginer. R. Un calmar colossal juvénile, transparent et équipé de crochets microscopiques, flotte dans la colonne d'eau à 600 mètres de profondeur, R. Et quelque part dans les courants froids, R. Des baleines bleues. Les plus grands animaux qui aient jamais vécu sur Terre plongent dans des essaims de krill trop nombreux pour être comptés. Tout cela existe. R. En ce moment, pendant que tu lis ces lignes, pas dans un documentaire, pas dans une reconstitution, dans la réalité physique du monde à l'heure où tu entends ces mots. R. Nous avons parcouru beaucoup de territoires ce soir. Nous avons commencé par un verre d'eau froide et une propriété physique banale. R. L'eau froide retient plus d'oxygène. Nous avons suivi ce fil jusqu'au passage de Drake, qui s'est ouvert il y a 34 millions d'années, R, jusqu'aux araignées de mer dont les cuticules deviennent de plus en plus poreuses en grandissant,
jusqu'à Karl Bergman qui avait raison et tort en même temps, jusqu'aux poissons à sang transparent qui, ont perdu leurs globules rouges et trouvé autre chose, jusqu'au calmar colossal qu'un zoologiste londonien avait nommé en 1925 et qu'un ROV a filmé 100 ans plus tard dans une eau froide. Et jusqu'au réchauffement qui menace tout ça, il serait tentant, au terme de ce voyage, de proposer une règle simple, un principe clair, mémorisable, satisfaisant. Le froid fabrique des géants. Voilà la règle. C'est dit, mais ce serait malhonnête. Ce que nous savons réellement est plus nuancé et, je trouve, plus intéressant. Nous savons que l'eau froide contient plus d'oxygène. Nous savons que cet oxygène abondant enlève une contrainte physiologique sur la taille maximale des ectothermes. Nous savons que les animaux de l'océan austral vivent dans un milieu stable depuis des dizaines de millions d'années, et que cette stabilité a permis des spécialisations profondes. Nous savons que leur métabolisme lent se traduit par une longévité extrême et une croissance qui s'étend sur des millénaires. Nous savons aussi que l'hypothèse oxygène-température, dans sa version la plus directe, n'est pas entièrement confirmée par les expériences les plus rigoureuses sur les araignées de mer. Que la pression de prédation réduite joue peut-être un rôle, que la longévité elle-même contribue probablement à la grande taille, que ces facteurs s'entrelacent d'une façon que nous ne démêlons qu'encore partiellement. Et nous savons que cette faune extraordinaire, dont nous avons à peine effleuré la diversité, est maintenant confrontée à un changement pour lequel elle n'a aucun outil évolutif préparé. Ce n'est pas une conclusion, c'est un état des lieux. Il y a une chose que j'aimerais laisser avec toi avant que cette nuit se referme. Ce documentaire a parlé de la grandeur dans l'océan austral. Mais la leçon la plus profonde de tout ce que nous avons vu ce soir n'est peut-être pas sur la grandeur. C'est sur les conditions. Les géants antarctiques ne sont pas grands parce qu'ils ont décidé de l'être. Ils sont grands parce qu'ils vivent dans des conditions qui permettent la grandeur, de l'oxygène, de la stabilité, du temps, une pression de prédation réduite, et 34 millions d'années pour affiner, enlève ces conditions et les géants disparaissent. C'est peut-être la chose la plus importante à retenir de toute cette histoire. La grandeur n'est pas une qualité intrinsèque. C'est une réponse à des conditions. Et les conditions, elles peuvent changer. Pense à ce que ça signifie dans n'importe quel autre contexte. Une forêt ancienne ne pousse pas parce qu'elle est forte. Elle pousse parce que le sol est riche, les pluies régulières, et que personne ne l'a coupé depuis des siècles. Un écosystème de récifs coralliens ne produit pas cette biodiversité parce qu'il le mérite. Il la produit parce que les conditions, température, lumière, chimie de l'eau, sont précisément celles qui permettent à tant de formes de vie de coexister. Et les êtres humains, dans leur propre vie, dans les domaines de la science, de l'art, de la connaissance, de la sagesse, ne s'épanouissent pas dans le vide. Ils s'épanouissent quand les conditions le permettent. Le froid antarctique nous enseigne quelque chose sur ce que nous devons préserver. Pas seulement les espèces, les conditions qui les rendent possibles,
Il y a encore des milliers de questions sans réponse dans l'océan austral, des espèces non décrites, certainement. Des comportements non observés, des profondeurs non explorées, la taille maximale du calmar colossal adulte, toujours inconnu. Les mécanismes précis du gigantisme polaire, encore débattus. L'avenir de ces populations face au réchauffement, encore incertain, en 2025. Un calmar colossal juvénile a été filmé vivant pour la première fois en 100 ans. Sur la même expédition, une autre espèce de calmar, Galithetis glacialis, a elle aussi été filmée vivante pour la première fois. 2 premières mondiales sur 2 expéditions consécutives du même navire. Il y a encore des premières à faire dans l'océan austral. Il y a encore des choses qu'aucun être humain n'a jamais vues. Et cela, le fait que le monde contienne encore autant d'inconnus est peut-être la chose la plus précieuse que ce voyage nous ait appris. Dans un moment, tu vas t'endormir. Aide pendant ton sommeil, pendant ces heures où ton cerveau ralentit, où ton corps récupère, où quelque chose de vieux et d'essentiel en toi se réorganise dans le noir, l'océan austral continuera à tourner. Le courant circumpolaire continuera sa ronde sans fin autour de l'Antarctique. L'eau froide continuera à retenir son oxygène. L'éponge volcanique continuera sa croissance infinitésimale. L'araignée de mer continuera à marcher sur le fond de McMurdo, ses pattes longues et précises, son corps minuscule. Ses poumons inexistants remplacés par une cuticule poreuse et, quelque part, à 600 mètres de profondeur, un calmar transparent continuera à flotter dans le noir. Avec ses crochets et ses yeux en formation, sans savoir que quelques mois auparavant, pour la première fois en 100 ans, un être humain avait posé les yeux sur lui. Tout ceci est réel, tout ceci est là. Maintenant, si tu as envie de partager depuis où tu écoutes ce soir, la France, le Québec, la Belgique, le Maroc, le Sénégal, l'Algérie, la Suisse, ou partout ailleurs dans ce monde francophone qui est le nôtre, laisse un commentaire. Je les lis vraiment. Et si cette histoire t'a accompagné vers le sommeil, si elle t'a donné envie d'en entendre d'autres comme elle, un abonnement aide cette voix à continuer. Mais pour l'instant, il n'y a plus rien à faire, juste se laisser aller. Il y a quelque chose de très ancien dans ce que tu viens de faire. Écouter une histoire dans le noir, avant de dormir. Laisser une voix te porter vers quelque chose de plus grand que ta journée, que tes soucis, que les 4 murs de ta chambre. C'est peut-être la pratique humaine la plus vieille qui soit. Plus vieille que l'écriture, plus vieille que les villes. Plus vieille que presque tout ce que nous appelons civilisation. Des générations de conteurs se sont assis autour d'un feu ou d'une table, dans les veillées d'hiver du Québec, dans les soirées des villages de Normandie, dans les longues nuits africaines où le griot portait la mémoire de toute une communauté dans sa voix, et ils ont raconté des histoires vraies, des histoires inventées, des histoires à mi-chemin, des histoires qui aidaient à comprendre le monde, des histoires qui aidaient à dormir. Tu fais partie de cette chaîne ce soir. L'océan austral tourne, l'araignée de mer marche. L'éponge grandit d'1 millimètre, peut-être 2, cette année, et, dans 600 mètres d'eau froide et noire,
Quelque chose de transparent et d'ancien continue à vivre sa vie, indifférent à tout ce que nous en pensons. Il n'a pas besoin de notre compréhension. Il était là avant nous. Il sera peut-être encore là après. Bonne nuit.